Et si la guerre qui ravage le Burkina Faso n'était pas seulement une affaire de terrorisme, mais bien la dernière bataille pour arracher à l'Afrique son véritable destin? Depuis le premier jour, une promesse du président Ibrahim Traoré plane comme une ombre. Il avait juré que, si toutes les conditions étaient réunies, 3 mois suffiraient pour mettre fin à ce conflit. Pourtant, voilà déjà 3 années que la guerre s'enlise. Le peuple s'interroge. Qu'est-ce qui bloque vraiment? Ce soir, le président s'adresse à la nation, prêt à affronter les doutes. Il expliquera pourquoi la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraissait. S'agit-il d'un échec de stratégie nationale ou d'obstacles invisibles, savamment entretenus depuis l'extérieur pour empêcher l'émancipation du Burkina Faso et, au-delà, de toute l'Afrique? Car croire le récit officiel, c'est risquer de rester prisonnier d'une guerre sans fin, de voir les ressources africaines confisquées et l'avenir du continent décidé loin des peuples qui y vivent. Alors, combattons-nous vraiment des groupes armés? Ou menons-nous une guerre silencieuse pour la souveraineté et la dignité de l'Afrique tout entière? Pour comprendre les véritables enjeux, il faut revenir aux origines. Comment en est-on arrivé là, et que dissimulent les premières années du conflit? Ce soir, pour la première fois, le président promet de lever le voile sur ce que personne n'a jamais osé exposer: les blocages, les jeux de pouvoir, les intérêts étrangers. La vérité, souvent étouffée, commence toujours par une question simple. Qu'est-ce qui, dès le départ, a faussé la donne? Comment reconstruire un pays exsangue, encerclé et infiltré, quand chaque issue semble condamnée d'avance? Avant de juger le Burkina Faso sur ses résultats immédiats, il faut comprendre l'héritage brutal qui attendait le président Ibrahim Traoré au moment de sa prise de pouvoir. Un héritage qui rappelle d'autres pages sombres de l'histoire africaine. En 1960, lors de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba s'est retrouvé à la tête d'un État dont l'armée ne possédait presque aucune arme moderne et dont les officiers étaient tous issus de la métropole belge, hostile à toute transformation. De la même manière, le Burkina Faso, à la veille de la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, se trouvait presque nu face à la menace, sans vivres, sans armes, sans alliés fiables. L'armée nationale, censée défendre tout un peuple, ne possède alors que moins de 100 fusils pour l'ensemble du territoire. Les réserves de munitions, elles, ne dépassent même pas 100 000 cartouches. Face à une menace terroriste grandissante, cette dotation dérisoire équivaut à un désarmement quasi total. Mais le drame ne s'arrête pas là. Le pays est saturé de forces étrangères. Les militaires français et américains, officiellement présents pour aider, refusent en réalité de vendre la moindre arme au Burkina Faso. Chaque tentative officielle de réarmement bute sur des refus catégoriques ou des promesses sans lendemain. Imaginez un instant. Dans une province comme le Centre-Nord, les soldats burkinabés doivent parfois partager les munitions, rationner les balles et recourir à des moyens artisanaux pour se défendre. Des témoignages font état de soldats qui, pour économiser les munitions, privilégient les embuscades et les pièges, faute de pouvoir mener une action offensive classique. Cette situation n'est pas sans rappeler celle du Vietnam dans les années 50, où les combattants vietnamiens, dépourvus d'armes modernes, ont dû compter sur l'ingéniosité locale et le soutien de la population pour résister à une armée bien mieux équipée. La guerre qui ravage le pays n'a jamais été pensée pour être gagnée vite. Les grandes puissances dictent leur tempo, imposent leur agenda et, en coulisses, font tout pour maintenir l'instabilité. Leur objectif inavoué: empêcher toute victoire décisive, toute réelle émancipation du Burkina Faso. Un parallèle s'impose avec la guerre d'Algérie. Pendant plus de 8 ans, le FLN a dû affronter, en plus de l'armée française, une série de blocus, de sabotages et de manœuvres diplomatiques destinées à isoler les résistants. Le Burkina Faso, aujourd'hui, subit le même type de stratégie d'étouffement, mais à l'heure de la mondialisation et des réseaux numériques, la pression est encore plus subtile et insidieuse. Face à cette impasse, l'équipe dirigeante, jeune et déterminée, n'a d'autre choix que de provoquer la rupture. Le gouvernement exige le départ immédiat des forces étrangères, malgré la menace d'un isolement diplomatique et de représailles économiques. Commence alors une course contre la montre. Il faut recruter, former, équiper une armée nouvelle, presque à partir de rien. Mais comment s'armer quand personne n'accepte de vendre des armes?
C'est là qu'émerge une décision radicale: lancer la fabrication locale d'armes. Petit à petit, le Burkina Faso jette les bases d'une industrie de défense modeste mais souveraine, produisant munitions et équipements conçus dans le pays, pour le pays. Prenons l'exemple du projet de fabrication de fusils d'assaut localement. Les ingénieurs burkinabés, formés sur place ou à l'étranger, se sont appuyés sur des plans récupérés sur Internet et des matériaux locaux pour concevoir un prototype adapté au climat et aux conditions du Sahel. Malgré la modestie des moyens, chaque avancée technique est célébrée comme une victoire collective. Cette démarche rappelle l'expérience du Ghana post-indépendance, où Kwame Nkrumah avait encouragé la création d'usines nationales de textiles et d'équipements agricoles pour sortir du giron colonial. Sans prendre la mesure de ces obstacles, on risque de réduire la lutte à une question d'efficacité ou de volonté, oubliant qu'il s'agit avant tout d'un système de domination étrangère qui s'oppose à la renaissance de l'État burkinabé. Qui a intérêt à ce que cette guerre ne finisse jamais? Pourquoi tant d'obstacles se dressent-ils contre la souveraineté du Burkina Faso? Pour comprendre la profondeur du piège, il faut remonter à la source de la crise et dévoiler les stratégies qui condamnent le pays à la dépendance. C'est là que se révèle le vrai champ de bataille. Derrière chaque détonation, une question obsédante s'invite. Qui manie vraiment l'arme? Au Burkina Faso, la réalité impose de regarder au-delà des apparences. Les violences qui ravagent le pays ne relèvent plus d'une simple lutte contre le terrorisme. Elles s'inscrivent dans un affrontement silencieux où s'opposent des intérêts colossaux, tapis dans l'ombre. Derrière l'écran de fumée de la guerre, les grandes puissances étrangères, qu'elles soient européennes, américaines ou venues d'ailleurs, poursuivent un but précis: empêcher le Burkina Faso de tirer parti, par lui-même, de ses propres richesses. Si ce pays parvenait à transformer son or, son coton ou son manganèse sur place, des milliers d'emplois s'évaporeraient dans leurs industries. Leur prospérité, bâtie sur l'exploitation africaine, serait menacée. Prenons le cas de l'or burkinabé. Chaque année, des tonnes entières quittent le pays vers des raffineries étrangères, notamment en Suisse et en Belgique. Officiellement, ces exportations rapportent quelques millions d'euros, mais le vrai bénéfice, celui qui naît de la transformation, de la bijouterie, de l'exportation de lingots finis, échappe au Burkinabé. Le coton, autre richesse nationale, est exporté brut, tandis que les usines textiles ferment, faute d'investissement et de soutien. Ce schéma n'est pas propre au Burkina Faso. Il s'inscrit dans une longue histoire de domination économique, semblable à celle subie par la Côte d'Ivoire avec le cacao ou le Sénégal avec l'arachide. Le contrôle des matières premières du continent est vital pour eux. Alors, chaque tentative d'émancipation économique au Burkina Faso est perçue comme une déclaration de guerre. Les conflits internes ne sont pas des accidents. Ils sont nourris, instrumentalisés, avec un objectif cynique: empêcher toute autonomie, figer le pays dans la dépendance et continuer à piller à bas prix. Tant que la guerre fait rage, les contrats iniques persistent. Les ressources sortent, presque gratuitement, du sol burkinabé. Les attaques, les sabotages, les groupes armés, tout sert à bloquer la naissance d'une industrie nationale, à étrangler dans l'œuf toute velléité de développement local. L'insécurité n'est pas un effet secondaire, c'est une stratégie délibérée. Mais il y a un autre piège: l'encerclement. Les frontières du Burkina Faso se hérissent de soldats étrangers. Les pays voisins, sous couvert d'amitié, accueillent des bases militaires qui verrouillent le pays. Même la CEDEAO, sous prétexte de solidarité régionale, accentue l'isolement et empêche une réelle union africaine. La coopération promise devient un outil de pression. Rappelons-nous le cas du Mali, qui, après le départ des forces françaises, a subi une série de sanctions économiques décidées par la CEDEAO et l'Union africaine. Les corridors d'importation ont été fermés, les transferts bancaires bloqués, plongeant le pays dans une crise aiguë. Le Burkina Faso, conscient de ce risque, a cherché à diversifier ses partenariats, notamment avec la Russie et la Turquie, pour éviter de tomber dans le même piège. Dans ces conditions, bâtir une armée souveraine est un défi immense. L'héritage colonial a profondément marqué doctrines et formations. Tout, du commandement à la tactique, a longtemps été dicté par l'extérieur.
Décoloniser l'esprit militaire n'est pas un slogan creux, mais une tâche ardue. Il faut revoir chaque étape, chaque méthode, chaque valeur inculquée aux soldats. Tant que des formateurs étrangers dictent la marche à suivre, la souveraineté reste hors de portée. Le cas du Rwanda post-génocide est riche d'enseignements. Paul Kagame, pour reconstruire l'armée, a misé sur la formation locale, l'intégration d'anciens ennemis et la discipline collective. En moins de 10 ans, le pays a bâti une force crédible, respectée et capable de défendre la souveraineté nationale. Le Burkina Faso, en s'inspirant de ce modèle, doit adapter ses réformes à ses réalités propres. Ce jeu dangereux, orchestré par des mains étrangères, place le Burkina Faso et l'ensemble des pays de l'AES face à une menace existentielle. Être condamné à la division, à la vulnérabilité, à une dépendance sans fin. Si les stratégies extérieures triomphent, l'Afrique y perdra tout. Ses ressources, sa dignité, son avenir, le contrôle de son propre destin. Face à ce piège redoutable, il ne suffit plus de se défendre. Il faut renverser la table, inventer une nouvelle voie et penser une Afrique enfin debout, libre et maîtresse de son futur. Mais la route vers l'émancipation ne se dessine pas sans sacrifice. Quel choix, quel renoncement faudra-t-il assumer pour briser ce cycle d'asservissement? Et si, pour la toute première fois, la victoire passait par des armes forgées en Afrique et une unité ressoudée? Ce rêve longtemps caressé, rarement tenté, devient soudain tangible pour le Burkina Faso et ses alliés de l'Alliance des États du Sahel. Sur le terrain, chaque jour rend la souveraineté plus concrète. Formations autonomes, équipements issus d'ateliers locaux, recrutement massif dans chaque province et professionnalisation accélérée des forces. L'armée, jadis dépendante de l'extérieur, se transforme en roc national, prête à défendre chaque centimètre sans attendre de secours étrangers. Un exemple frappant, dans la région du Sahel, d'anciens artisans métallurgistes ont été formés à la réparation de véhicules blindés et à la fabrication de pièces détachées. En moins d'une année, ils ont réussi à remettre en service une vingtaine de véhicules abandonnés, contribuant ainsi à renforcer l'autonomie logistique de l'armée. La vraie rupture, c'est la mobilisation populaire. Désormais, citoyennes et citoyens, villages, associations prennent part à la défense. Fini les guerres menées par une poignée de soldats isolés. Toute la société s'organise, apprend, se soutient. Résilience et fierté atteignent des sommets rarement atteints dans l'histoire moderne du pays. Ce souffle nouveau ravive la confiance. La jeunesse ne tourne plus le dos au pays, elle s'engage. Le drapeau cesse d'être un symbole lointain. Il devient le signe d'une renaissance. Les victoires sur le terrain galvanisent l'opinion, brisent le fatalisme, éveillent l'espoir d'un avenir digne et maîtrisé. Des initiatives citoyennes comme les comités de vigilance se multiplient dans les quartiers. À Wahigouya, par exemple, les habitants s'organisent pour surveiller les allées et venues suspectes, prévenir les autorités et participer à la reconstruction des infrastructures détruites. Dans les écoles, des programmes d'éducation civique sensibilisent les enfants à l'importance de la souveraineté et de l'unité nationale. Mais ce choix audacieux multiplie les risques. Le premier danger, c'est l'isolement. En bravant les puissances étrangères et leurs relais, le Burkina Faso et ses partenaires de l'AES s'exposent à des tentatives d'encerclement diplomatique, à des sanctions, à des coupures d'aide vitale. Les pressions sur les dirigeants révolutionnaires s'intensifient. Menaces de putsch, opérations de déstabilisation, campagnes médiatiques hostiles, tout est tenté pour stopper cet élan. L'échec, ici, serait dévastateur. Si ce modèle venait à s'effondrer, le Burkina Faso risquerait la ruine de ses institutions, l'effondrement économique, le chaos politique et la désillusion d'une génération entière. Ce serait, pour toute l'Afrique, la preuve tragique que la souveraineté reste un mirage, qu'aucune alternative n'est possible sans l'aval étranger. À l'inverse, une réussite ferait trembler les certitudes. La démonstration éclatante qu'il est possible de s'armer, de s'organiser et de bâtir son destin sans tutelle. Le succès ouvrirait une brèche, inspirant des peuples du Caire à Johannesburg, de Dakar à Addis Abeba. Le pari est vertigineux. Gagner, c'est ouvrir la voie à une Afrique debout,
Perdre, c'est risquer le retour à la dépendance, ou pire. Le Burkina Faso et l'AES avancent sur une corde raide, entre fierté et péril, entre renaissance et dangers inédits. Comment tirer les leçons de ce chemin semé d'embûches? Quelles stratégies adopter pour non seulement survivre, mais consolider chaque acquis face aux tempêtes à venir? Pour comprendre ces enjeux, il faut écouter la parole des acteurs eux-mêmes. Leurs choix, leurs doutes et leurs visions tracent la route à suivre. La révolution naît-elle dans l'atelier du forgeron ou dans l'esprit du peuple? Voilà la question essentielle. Car un peuple qui veut sa souveraineté doit d'abord apprendre à façonner ses propres outils, pour la défense, mais aussi pour la pensée, l'éducation et l'organisation collective. Première vérité, la décolonisation ne commence ni par les armes, ni par les grands discours, mais par la transformation intérieure de chacun. Former ses propres soldats, journalistes, ingénieurs, dirigeants, c'est refuser la dépendance éternelle aux modèles étrangers. Tant que nous attendrons l'approbation, ou les leçons venues d'ailleurs, nous resterons exposés à la manipulation et à la domination. La souveraineté authentique implique une responsabilité partagée. Aucune armée ne tient sans la force du peuple, et aucune nation ne s'élève sans que chaque citoyen prenne conscience de son rôle. Défendre son pays ne se limite pas au front. Cela se joue dans les quartiers, les écoles, les médias, les familles. Chaque geste, chaque vigilance, chaque prise de conscience pèse. Il ne s'agit plus d'espérer que l'État règle tout. Bâtir la dignité nationale est l'affaire de tous, à chaque échelle. Prenons l'exemple des coopératives agricoles. Dans la région de Banfora, des groupements de femmes ont créé des réseaux de production et de distribution de vivres pour soutenir les soldats en première ligne. En quelques mois, ces initiatives ont permis d'améliorer la sécurité alimentaire des troupes et de renforcer les liens entre civils et militaires. Les médias font aussi face à un choix crucial. Reprendre sans distance le récit des puissances extérieures, c'est semer la confusion et le découragement. Les journalistes africains doivent examiner les sources, dénoncer les manipulations et défendre l'intérêt national. Il est temps de briser le piège de la propagande impérialiste et de redevenir la voix du peuple africain. Les mots sont des armes puissantes. Ils peuvent libérer ou asservir. Mais il faut rester sur ses gardes. L'histoire récente de l'Afrique est jalonnée de rêves trahis, de promesses brisées et de leaders tombés. Lumumba, Nkrumah, Sankara, tous ont tracé un chemin, mais tous ont payé le prix de la naïveté, de l'isolement ou du manque de vigilance. Il ne suffit pas de dénoncer ou de s'indigner. Il faut tirer des leçons des échecs passés, anticiper les manœuvres, renforcer la vigilance collective, protéger les acquis et ne pas répéter les mêmes erreurs. L'ennemi ne frappe pas toujours de face. Il infiltre, divise, corrompt, érode de l'intérieur. Prenons le cas du Burkina Faso en 1987. Thomas Sankara, alors président, avait lancé une politique de transformation radicale, autosuffisance alimentaire, lutte contre la corruption, éducation pour tous. Mais il a sous-estimé la capacité de ses adversaires à s'infiltrer dans ses cercles proches. Son assassinat a plongé le pays dans une nouvelle spirale de dépendance, une leçon à méditer pour tous ceux qui cherchent le changement. Oublier ces leçons, c'est risquer de voir l'histoire se répéter et les résistances s'effondrer avant même d'avoir bâti l'avenir. Le coût réel de l'oubli, c'est la perte de souveraineté, de temps, de richesse et de dignité collective. Chaque génération qui fuit sa responsabilité laisse aux suivantes un fardeau alourdi, des cicatrices plus profondes. Au final, ce nouveau chapitre africain exige lucidité, solidarité et engagement concret. Il ne suffit plus de regarder l'histoire se faire. Chacun doit choisir, agir et écrire sa part du destin commun. Mais la route est semée d'embûches et de choix difficiles. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais comment et avec qui avancer. Bâtir une armée puissante, c'est un défi. Mais donner naissance à des peuples souverains, voilà la véritable épreuve. Ce qui vient d'être dit va bien au-delà du destin du seul Burkina Faso. C'est l'avenir de tout un continent qui se joue désormais. Il ne s'agit pas simplement de repousser une menace ou d'obtenir une victoire militaire. C'est le droit fondamental de chaque nation africaine à choisir son destin,
à garder le contrôle de ses richesses, à dialoguer d'égal à égal avec le reste du monde qui est remis en question. Ce principe a été illustré par l'exemple du Botswana, qui, après avoir repris le contrôle de ses mines de diamants, a pu financer l'éducation et la santé de ses citoyens, devenant un modèle de développement pour toute l'Afrique australe. Le Burkina Faso peut s'inspirer de telles réussites, tout en adaptant les stratégies à ses réalités. Et ce moment nous regarde toutes et tous. Être citoyen, c'est refuser la posture de spectateur. C'est chercher à comprendre d'où viennent les conflits, quelles alliances se nouent dans l'ombre et quels intérêts se cachent derrière chaque décision. La souveraineté ne s'arrache pas seulement par la force des armes, mais par l'éveil collectif et l'engagement du peuple à refuser toute ingérence, manipulation ou confiscation de ses ressources. Si nous ne défendons pas activement la dignité et l'indépendance de nos nations, d'autres choisiront pour nous. Le coût sera toujours notre temps, notre argent, notre sécurité et la réputation de l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, le Burkina Faso dévoile une vérité troublante. Ni la stabilité, ni la paix, ni le développement ne s'importent ou ne s'achètent à crédit. Ils se bâtissent, pas à pas, par des peuples debout, unis autour de valeurs communes. Pour avancer concrètement, il faut s'engager dans plusieurs directions. Premièrement, investir massivement dans l'éducation et la formation technique. Un pays dont la jeunesse maîtrise les technologies de pointe, la transformation industrielle et l'agriculture moderne ne sera plus à la merci des fluctuations du marché mondial. Des écoles techniques ont déjà vu le jour à Bobo-Dioulasso et Koudougou, formant chaque année des centaines de jeunes aux métiers stratégiques. Deuxièmement, renforcer les réseaux de solidarité régionale. À travers l'Alliance des États du Sahel, il est possible de mutualiser les ressources, de partager les expériences et de coordonner la défense. Des exercices militaires conjoints, impliquant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont permis d'améliorer la coordination et la réactivité face aux menaces transfrontalières. Troisièmement, promouvoir l'entrepreneuriat local. En soutenant les petites et moyennes entreprises, en facilitant l'accès au crédit et en protégeant les marchés locaux, le Burkina Faso peut créer des emplois durables et renforcer son tissu économique. L'exemple du Rwanda, qui a misé sur l'innovation numérique pour stimuler la croissance, montre que l'audace et la créativité sont les meilleures armes contre la pauvreté. Ce soir, il ne s'agit pas d'applaudir. Il s'agit de réfléchir, de débattre, de s'engager. Chacun a un rôle à jouer, sur les réseaux, dans les quartiers, les villages, les écoles. Interrogeons, dénonçons, mobilisons-nous pour que la souveraineté devienne un fait concret, irréversible, partout sur le continent. Le combat commence à peine. Il exige vigilance, lucidité, solidarité. Réfléchissons bien. Quel héritage souhaitons-nous transmettre à celles et ceux qui viendront après nous? L'indépendance n'est pas un slogan, mais une responsabilité collective. La victoire n'est jamais acquise d'avance. C'est en persévérant, malgré les épreuves, que nous bâtirons une Afrique libre, digne et respectée. Ce soir, le Burkina Faso ouvre une brèche. À nous toutes et tous d'y faire passer la lumière.